Bonjour à tous. Dans quelques semaines, les acteurs de la filière du véhicule industriel et du transport routier vont se retrouver au salon Solutrans 2021. La Fédération française de carrosserie, la FSC, donc propriétaire du salon, a souhaité mettre en avant les principaux thèmes, les grands thèmes de cette édition 2021 à travers trois rendez-vous, trois breakfasts, on les a appelés comme ça, trois breakfasts Solutrans. Et parmi ces thèmes, la transition énergétique. Alors vous le savez, Bruxelles a imposé des objectifs CO2 pour les poids lourds, spécifiquement pour les poids lourds d'ici 2030. Le défi est important puisque les constructeurs d'utilitaires et de véhicules industriels vont devoir donc renouveler leur parc ou plutôt leur gamme, mais aussi pour les transporteurs car d'ici peu ils devront acheminer les marchandises avec des véhicules zéro émission. Et d'un autre côté, la fiscalité se durcit pour les transporteurs, ne leur laissant plus que d'autres choix que de renouveler leur parc poids lourd en véhicules propres. Alors nous avons souhaité inviter les trois fédérations qui représentent justement les transporteurs français. Avec nous pour échanger sur ce thème, Jean-Marc Rivera, délégué général de l'OTRE, Alexis Degouy, délégué général de l'Union TLF, et Rodolphe Lantz, donc secrétaire général de la FNTR. Messieurs, bonjour. Bienvenue en tout cas sur ce plateau, ce studio de la FSC. Alors les objectifs CO2 pour les poids lourds, on en parlait, imposés par Bruxelles d'ici 10 ans, obligent les constructeurs, je le disais, donc à produire des véhicules propres et les transporteurs à revoir leur organisation mais également leur financement. Alors Rodolphe Lantz, je rappelle vous êtes secrétaire général de la FNTR, les transporteurs sont-ils préparés à cette transition énergétique et je le disais tout à l'heure donc en introduction à ce défi assez important quand même. Les transporteurs travaillent depuis de longues années à la transition énergétique. Ils se sont engagés d'ailleurs aux côtés d'autres partenaires, notamment dans des programmes du genre engagement volontaire pour l'environnement, charte, label, pour effectivement engager une transition énergétique du secteur. Ils se sont engagés également, notamment dans les investissements dans les véhicules au gaz, GNV, bio-GNV. Ils ont même eux-mêmes engagé des partenariats avec localement avec des producteurs. Ils ont investi dans des stations d'avitaillement. Donc il y a véritablement un processus qui est en marche. Nous, ce qui nous inquiète effectivement, c'est la rapidité avec laquelle on veut transformer le secteur sans soutien aucun. Et puis également, ce qui nous inquiète sur les années à venir, c'est que les capacités d'investissement des transporteurs ont été obérées par la crise et qu'ils vont avoir du mal effectivement à assumer à la fois une transition énergétique qui sera beaucoup plus coûteuse que effectivement l'offre actuelle et sans aide et en plus avec une fiscalité qui va être un peu plus importante. Alors Jean-Marc Rivera, délégué général de l'OTRE, je le disais tout à l'heure, les transporteurs font déjà des efforts depuis pas mal d'années pour renouveler leur parc poids lourd. Il y a une aide de 50 000 euros donc, qui est donc allouée pour l'achat de deux poids lourds qui a été donc proposée par le gouvernement il y a quelques mois. Est-ce que c'est suffisant ? Alors, bien évidemment que non, ce n'est pas suffisant. D'abord, on parle de quelle aide et on parle de quelle aide pour quel véhicule, pour quelle énergie. Typiquement, on sait pertinemment qu'on est en plus sur des aides qui portent sur des véhicules qui aujourd'hui ne sont pas présents sur le marché. Donc ça peut nous interpeller. La question aujourd'hui est-elle vraiment à ce niveau-là? Est-elle sur la question déjà des aides à l'investissement ou est-elle plutôt sur une vraie planification qui puisse permettre aux transporteurs de se projeter dans l'avenir, d'avoir une vraie lisibilité dans l'avenir et pouvoir se projeter et programmer cette transition énergétique. Parce qu'il y a un échéancier. Il y a un échéancier qu'on arrive assez difficilement à comprendre, dans la mesure où on a par contre une référence qui est bien l'échéancier et les objectifs européens, qu'on peut tout à fait entendre, et qui peuvent nous paraître effectivement tout à fait cohérents, et la France qui a une envie d'aller beaucoup plus vite d'abord au niveau national, avec des échéances plutôt qui nous a annoncé en 2030 sur la fiscalité du carburant, mais on peut aller plus loin avec la mise en place des ZFE et des initiatives locales, qui vont encore plus vite, si on voit les objectifs parisiens. Donc tout ceci nous paraît très incohérent, et en tout cas certainement pas réaliste. Les ZFE, donc zones à faible émission, c'est ça qui ont été mis en place dans différentes agglomérations. Alexis Degouy, donc délégué général de l'Union TLF, on va parler du projet de contrat de transition énergétique, on parlait de transition énergétique, donc
que souhaite mettre en place le gouvernement, en tout cas le ministère des Transports. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des avancées, notamment concernant tout ce qui est calendrier, l'échéancier et fiscal, puisqu'il y a un volet fiscal important également? L'actualité est justement très chargée en ce moment, hein, avec le projet de loi qui nous occupe. Juste, pour revenir à la fois à ce que disaient Rodolphe et Jean-Marc, on voit bien qu'on était dans une période où il y a des idées reçues à démonter. La première idée reçue, c'est ce qui était dit, c'est que la transition énergétique du camion serait à faire. Non, elle a déjà commencé depuis longtemps. Elle a commencé évidemment sur les véhicules, les constructeurs le savent. Un Euro 6 aujourd'hui n'a rien à voir avec les anciennes normes en termes d'émissions de gaz à effet de serre et puis de particules. Elle a commencé sur tous les aspects, et la FFC sur tous les aspects techniques aussi autour du véhicule, la carrosserie, etc. Beaucoup de choses ont été faites. Elle a été déjà faite sur l'éco-conduite, hein, puisque les conducteurs, ça fait longtemps que dans le métier, ils sont formés effectivement des engagements, en fait. à la conduite rationnelle. Et elle est faite pour des raisons très simples, c'est que bien sûr, il y a l'écologie en ligne de mire, mais il y a d'abord l'économique. À chaque fois qu'on arrive à économiser du carburant sur la distance, c'est tout ça qui est économisé par les entreprises de transport. Donc ça a commencé depuis un bon moment. Qu'est-ce qu'on doit poursuivre aujourd'hui et accélérer? Puisque c'est ça finalement le vrai enjeu, c'est que le gouvernement nous demande d'accélérer. Le gouvernement, la Convention citoyenne, enfin à peu près tout le monde, l'Union européenne nous demande d'accélérer. On a réalisé, il faudrait le regarder, c'est assez intéressant, une espèce de PowerPoint, de voir toutes les réglementations auxquelles on doit faire face en ce moment, ZFE, Vecto, 2050, 2040 avec la loi d'orientation des mobilités, et maintenant effectivement ce qu'il y a dans le texte du projet de loi climat et résilience. C'est énormément d'enjeux pour les professionnels, que ce soit les constructeurs, mais évidemment pour les entreprises de transport routier. Alors qu'est-ce que nous, on avait voulu faire avec le gouvernement? C'est de dire, il faut travailler à toutes ces questions-là. Et les trois fédérations avaient dit, déjà bien en amont, hein, il y a pratiquement 2 ans, de dire, mais travaillons, mettons-nous autour de la table, constructeurs, énergéticiens, transporteurs, pour travailler à une trajectoire qui soit une trajectoire cohérente, faisable, réalisable, avec effectivement les capacités financières des uns d'un côté, les objectifs européens de l'autre. Ce contrat de transition, il était dans les starting blocks, on était prêt à signer, et puis, et c'est assez dommageable, c'est là que le gouvernement a décidé de reprendre à son compte la proposition de matraquage fiscal, j'ai pas d'autre mot, qui est effectivement la suppression progressive du remboursement de TICPE. Et là, on est pour en terminer, on est dans une espèce d'incohérence en ce moment précis où on se parle, en se disant d'un côté, on a des échéances précises, de l'autre côté, vous nous demandez d'accélérer, et vous le voyez bien, les transporteurs, ils ont déjà commencé, ils sont prêts à s'engager encore plus fortement dans la transition énergétique, mais il faut nous accompagner. Il faut nous accompagner avec des aides qui sont effectivement des aides réalistes pour pouvoir ramener des TCO qui soient envisageables par les transporteurs. Et à la place de ça, la proposition qu'on a sur la table, c'est de la fiscalité supplémentaire. Donc on est vraiment dans ce moment-là où on se dit il y a encore un peu de chemin à faire avec les pouvoirs publics pour arriver à leur faire comprendre ce qui est en jeu et que notre engagement, il ne pourra se faire qu'en étant accompagné, pas en étant fiscalisé davantage. Alors Alexis en parlait, donc le but c'est de réunir tout le monde autour d'une même table, hein, on est d'accord. Jean-Marc Rivera, est-ce que les chargeurs sont impliqués aussi? Parce que bon, au final, c'est quand même, il y a les consommateurs. Est-ce qu'ils sont impliqués également dans tout ce qui est fiscal Alors les travaux de la task force, pour faire plus simple, on y retrouve donc principalement à la fois les représentants de l'État et les trois composantes que sont les transporteurs. Une task force qui a été mise en place à l'initiative de la profession? On va dire que c'est la réponse du ministre des Transports à la demande pressante des trois organisations professionnelles du transport qui demandaient effectivement, alors on avait appelé ça au départ une convention d'objectifs, un contrat d'objectifs qui avait pour vocation de dire quelle sera l'effectivité de l'offre des constructeurs et des distributeurs pour répondre aux usages des transporteurs. Voilà. Et ça, de le programmer dans le temps pour avoir une vraie vision prospective de ces évolutions-là. Donc le ministre a répondu à cette demande. Alors, d'une part, constatant l'échec de la signature du contrat de transition énergétique, comme le rappelle Alexis, et donc a mis en place cette task force. Mais elle regroupe principalement ces 4 composantes. L'État, parce qu'on considère que l'État doit être présent dans ce constat, parce qu'au bout du bout, c'est de faire un constat partagé. Et puis donc les 3 autres composantes, que sont les distributeurs d'énergie, les constructeurs et les transporteurs. Parce que ne nous trompons pas les chargeurs, donc c'était ma question. L'objectif n'est pas pour nous dans cette task force de calculer quelles seraient éventuellement les économies d'énergie effectuées. On n'est pas du tout dans cette logique-là. On est simplement dans une logique, et je le répète une nouvelle fois, quelle sera l'offre
à différentes étapes. Alors les jalonnements sont prévus, c'est 2022, 2025, 2030, 2035, 2040. Espérons même qu'on aille un petit peu plus loin. Et à ces étapes-là, quelle sera l'offre et comment cette offre pourra répondre à l'usage des transporteurs? Rodolphe Lantz, alors on parlait de fiscalité, notamment sur le gasoil. Où en est le projet justement d'un gasoil professionnel qui permettrait en fait de soulager les trésoreries des entreprises de transport? Donc il y a une étude qui a été menée, on en parle depuis des années, par l'administration, effectivement. Alors sur le gasoil en cuve, ça peut être effectif. Hein. En revanche, à la pompe, non, puisque ça pose un problème de trésorerie pour les réseaux des énergéticiens. Et également un problème de responsabilité, de distribution éventuellement détaxée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Donc effectivement à la pompe c'est abandonné pour l'instant, sauf si effectivement je n'ai pas toutes les informations. En cuve en revanche c'est possible et surtout avec des transmissions. C'est plus maîtrisable. Voilà, et des transmissions automatiques, informatisées, qui permettraient effectivement pour le transporteur d'avoir l'ensemble des informations nécessaires pour justement pouvoir faire procéder au remboursement de la TICPE. Alexis Degoui, alors on parlait des échanges avec les pouvoirs publics. Est-ce qu'on parle également, c'est important, des infrastructures? Parce qu'on parlait du problème de stations d'avitaillement, ravitaillement pour les recharges, tout ce qui est en recharge électrique. C'est pas anecdotique. C'est pas du tout anecdotique. Voilà. C'est tout ce qui a été notre travail d'expliquer depuis déjà un moment et plusieurs réunions, notamment au ministre, à la fois Jean-Baptiste Djebbari, mais aussi à la ministre de l'Industrie, parce qu'elle est directement concernée par un certain nombre des aspects Agnès Pannier-Runacher. Il n'y a pas que le ministère des Transports. Il n'y a pas que le ministère des Transports, parce que notre objectif, c'était de montrer qu'on n'est pas simplement sur la transition du véhicule, on est là sur la transition de tout un modèle. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr le véhicule, il y a également l'infrastructure, les réseaux d'avitaillement, le mix énergétique, et avec une période qui va être compliquée, qui sera intéressant de regarder dans toutes les innovations qui sortent, c'est cette période de transition. Et on leur rappelle souvent avec un peu un leitmotiv, mais qui est assez réel, que dans transition énergétique, il y a transition. Et en fait, certains se projettent effectivement sur des dates que les transporteurs devront atteindre, avec les constructeurs, avec les réseaux d'avitaillement. Mais le vrai enjeu, ça va être les 10 prochaines années. C'est-à-dire un moment où on va passer d'un mix d'une énergie majoritairement en gazole à un mix énergétique qui nous permettra d'arriver aux énergies d'après. Et c'est ces 10 prochaines années que nous considérons pour le moment ne sont pas du tout adressées comme il le convient par le gouvernement. Rodolphe parlait du gaz et du biogaz tout à l'heure. C'est pas tout à fait dans le scope du gouvernement et dans le scope des aides. On a la question des biocarburants, baissants, etc., qui sont pas dans le scope effectivement du gouvernement. Or tout ça, c'est des énergies de transition, c'est un mix en fonction des usages dont on va avoir besoin dans les 10 prochaines années. Et ces 10 prochaines années, c'est comme si elles étaient pour l'instant, en tout cas dans les textes, effacées pour nous amener directement à 2030 et après. Mais nous, on a besoin de ces 10 ans pour pouvoir poursuivre la transition, motorisation, et habituer tout le système, l'ensemble du modèle économique, à un nouveau modèle qui sera un modèle post-gazole. Alors justement, tout un ensemble, la logistique aussi. C'est tout un ensemble, évidemment, et ça c'est quelque chose qu'on matraque en permanence, c'est que tout est imbriqué. Je veux dire, on ne peut pas juste sortir l'outil qu'est le camion sans imaginer ce qu'il y a derrière avec les différents usages, les véhicules plus légers, les différents tonnages, la longue distance, les entrepôts, et les agences de transport, parce que Rodolphe parlait des cuves tout à l'heure, mais derrière, quand on sera en énergie alternative, comment est-ce qu'effectivement on amène jusqu'aux transporteurs ces nouvelles énergies, quels seront les réseaux, à quel prix, ça c'est encore des débats qui seront des débats importants. Donc c'est vraiment tout le modèle, et jusqu'au conducteur, parce que conduire, et aux mécaniciens d'ailleurs, parce que conduire un véhicule électrique ou hydrogène, peut-être ne sera pas la même chose que de conduire, et le réparer ne sera pas la même chose que de réparer aujourd'hui un Euro 6. Donc c'est voilà. Et ça, je pense que le gouvernement n'a pas complètement perçu l'étendue des efforts qui seront à mener sur cette transition. Jean-Marc Yvera, on reparle d'une écotaxe. Alors c'est un mot qu'on n'aime pas trop dans le transport routier, pour cause. Écotaxe, vignette poids lourd, puisque la définition, on s'orienterait plus vers des vignettes poids lourds régionales. Alors là, du coup, c'est la double punition pour les entreprises de transport.
C'est typiquement ce que disait Alexis par rapport à ce projet de loi qui, de toute façon, quand il parlait de matraquage fiscal, c'est effectivement un projet de loi qui n'a que vocation à ramener de l'argent à l'État, coûte que coûte, sans répondre à la question environnementale. Donc ça, c'est une évidence. Très clairement, l'ensemble des mesures qui sont très prises... peu d'accompagnement. Mais très peu d'accompagnement, mais sous une façade de dire il faut effectivement améliorer la performance énergétique du poids lourd et du mode routier. On prend des mesures qui n'ont aucun effet environnemental, mais par contre qui ont un sacré impact fiscal. Alors, oui, on voit arriver le retour de l'écotaxe, mais qu'elle soit régionale ou nationale. Ce qui est assez stupéfiant, c'est que on réécoute aujourd'hui les mêmes arguments qu'on entendait il y a 4, 5 ans, 6 ans, les mêmes erreurs. Manifestement, politiquement parlant, on ne tire aucun enseignement du passé. Quand on écoute aujourd'hui, on va taxer le véhicule en transit ou le véhicule étranger, mais comment peut-on encore dire ce genre de choses-là alors que l'on sait pertinemment que c'est pas possible, que c'est illégal. Lorsqu'on parle effectivement demain de vignettes et de possibilités de mettre ça sur des réseaux avec le réseau autoroutier qui est à côté, on a les réponses à ces questions-là. Il y a vraiment une incohérence totale dans les mesures proposées et surtout, moi je souhaite bon courage aux régions parce que si l'État n'y est pas arrivé au niveau national, je peux vous garantir que les régions, ça sera encore pire pour elles et elles n'y arriveront d'autant moins. Donc là-dessus... D'autant plus qu'on rentre dans une phase de campagne, on va dire différentes campagnes présidentielles ou encore régionales. Oui, mais je vais prendre simplement l'exemple de l'Essonne et du président du département qui dit moi j'ai sur ma route plus de 10 000 poids lourds jour, c'est pas normal, il ne contribue à rien. Alors déjà, première erreur, il contribue déjà beaucoup au financement des infrastructures à travers d'autres taxes, à commencer par les taxes sur le carburant. Mais la vraie question que j'ai envie de lui poser, mais si ces poids lourds sont là, pourquoi ils sont là? Est-ce que vous savez quelle est la part de l'activité régionale? Quelle est la part de l'activité de desserte? Est-ce que ces véhicules sont là parce qu'ils doivent être là? Ou est-ce que c'est vraiment un transit hypothétique? Vous n'en savez rien. À ma connaissance, il n'y a qu'une région, il n'y a qu'un secteur qui a tenté d'avoir cette identification-là, c'est le Gers, donc la limite avec le sud-ouest, où ils ont été capables de quantifier la présence de transit. Et là, il y a eu des mesures qui ont été prises. Bon, ce sont certes des arrêtés qui ont effectivement interdit le transit international, mais pour moi, c'était une mesure réfléchie. Ce que propose l'Essonne n'est absolument pas une mesure réfléchie. Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Merci en tout cas de votre participation. On aura l'occasion d'en reparler puisque ça sera l'un des thèmes principaux, en tout cas, de Solutrans 2021, la transition énergétique. Je vous rappelle donc les dates de Solutrans, donc du 16 au 20 novembre prochain. Je vous remercie. Merci à tous et à très vite donc, pour un nouveau rendez-vous du Breakfast Solutrans. À bientôt.